Salut à toutes et à tous, mes chers investisseurs CLF, pour cette dernière vidéo de l'année 2022 et qui concerne les prévisions, mes prévisions pour l'année 2023. Alors évidemment, hein, qui dit prévision pour l'année 2023 dit beaucoup de précautions à prendre. Attention, ceux-ci ne sont pas des conseils d'investissement, ça c'est vraiment très important à voir, hein. Ce sont des prévisions personnelles qui n'engagent que moi et qui concernent en fait l'analyse que je fais des marchés. Alors je commence, hein, j'insiste sur les disclaimers, ça c'est vraiment important. Alors cette page-là, je l'affiche tout le temps, mais là c'est particulièrement important parce que c'est un peu trop facile, on va dire, de prendre à la lettre les prévisions, les prédictions que je peux faire et les appliquer à une stratégie d'investissement parce que ça peut conduire à des résultats dévastateurs. Alors, vraiment le disclaimer, prenez le temps de vous faire un avis sur la situation. Il ne faut pas suivre de gourou, hein, personne ne peut prétendre détenir la vérité sur les marchés, moi le premier. Donc faites attention, moi je vais vous donner mon humble vision de la situation, mais prenez le temps de faire votre analyse, de vous former si vous voulez trader, si vous voulez acheter, investir par vous-même. Prenez le temps de bien vous former et si vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas nécessairement les moyens, la technicité et le temps, faites-vous accompagner par un conseiller financier ou un conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider dans vos décisions. Alors, sans plus attendre, je commence, hein. Donc, introduction. Prévoir le futur n'a aucun sens car la probabilité de se tromper est très forte. Si vous regardez un petit peu, vous prenez les historiques des prévisionnistes, vous allez voir le taux d'échec, il est énormissime. La probabilité de se tromper, elle est en général même supérieure à 90%. Et ce, indépendamment de la qualité du prévisionniste. Néanmoins, après plus de 60 points de marché réalisés, je me prête à cet exercice avec toutes les précautions nécessaires. Je vais essayer, à chacune de mes prévisions, de mettre des probabilités de confiance. Certaines prédictions que je vais faire, j'ai vraiment confiance dans mon scénario, d'autres, beaucoup moins. Alors, on va commencer par le plus général, l'économie et l'emploi. De mon point de vue, les hausses de taux opérées en 2022 finiront par produire leurs effets avec quelques mois de décalage. L'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qui était déjà visible l'été dernier, laisse entrevoir un premier semestre difficile sur le plan économique, avec un ralentissement de l'activité économique et l'entrée en récession de nombreuses économies occidentales. Conséquence, beaucoup d'entreprises dites zombies, c'est-à-dire qui ne survivaient que grâce au taux bas et à la planche à billets, pourraient faire faillite. Avec des taux qui se sont envolés et qui ne baisseront pas instantanément, beaucoup d'entre elles commenceront à mettre la clé sous la porte. En corollaire du point précédent, on devrait revoir le chômage augmenter à nouveau malgré un décalage avec le temps, car vous savez que l'INSEE, hein, retravaille beaucoup les chiffres. Toujours en corollaire du point plus haut, l'inflation devrait se calmer momentanément avec le ralentissement des économies et la hausse du chômage qui devrait freiner les ardeurs des salariés à demander toujours plus de hausse de salaire. Donc, en résumé de ce premier volet de prédiction, hein, qui concerne l'économie et l'emploi, l'économie devrait fortement ralentir, surtout au cours de la première moitié de 2023, et l'inflation devrait aussi marquer le pas. Alors la probabilité que je donne à ce scénario, 85% de chance de l'économie d'entrer en récession au cours du premier semestre 2023 et 80% de voir le chômage repartir à la hausse courant de l'année 2023. Donc je donne une probabilité plus élevée à l'économie
d'entrer en récession parce que les banques centrales veulent cela pour calmer l'inflation. Hein. C'est pas mon souhait que l'économie tombe en récession. C'est pour ça que je donne une probabilité forte à 85%. Une probabilité à 80% un peu plus faible que le chômage reparte à la hausse. Pourquoi? Parce que on a au même moment beaucoup de personnes qui partent à la retraite et donc du coup on a un marché de l'emploi où il y aura de moins en moins de personnes actives et donc on peut très très bien avoir une entrée en récession des économies sans forcément avoir un fort rebond du taux de chômage. Donc voilà un petit peu le premier volet, économie et emploi. Deuxième volet, les obligations d'État. Avec le ralentissement des économies et la menace croissante de la récession, les taux vont augmenter de moins en moins vite et amorcer, à mon sens, une décrue courant de l'année 2023. Il en résultera, toujours selon moi, l'apparition de bons points d'entrée pour investir dans l'obligataire d'État souverain de pays dits solides tels que les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et dans une moindre mesure le Royaume-Uni et la France. N'en déplaise aux thèses des effondristes, hein, des gens qui voient la France à feu et à sang, ce n'est pas mon scénario. Pour finir, hein, contrairement aux adeptes de la théorie de l'effondrement, je ne pense pas que 2023 verra l'effondrement de pays corps, hein, c'est-à-dire de pays cœur de la zone euro, tels que la France ou l'Allemagne. En conclusion, les prix des obligations, les gilts britanniques, les treasuries américains, les OAT français, les bonds allemands, devraient atteindre un plancher avant de repartir à la hausse, hein, en sens inverse des taux qui devraient baisser, d'autant plus que les risques de faillite de ces gros pays, pour moi, restera anecdotique. Donc, probabilité de confiance sur un rebond obligataire courant de cette année, donc une inflexion des taux à la baisse, 70%. Probabilité de confiance que de l'absence d'un effondrement ou d'une faillite d'un grand pays tel que la France ou les États-Unis, 99%. Je suis quasiment sûr, hein, 99%, que en cette année 2023, on n'aura pas un risque de faillite ou de révolution, d'un effondrement d'un gros pays de la zone euro ou des États-Unis d'Amérique. Alors on continue avec les taux, mais cette fois-ci les spreads de crédit. Alors, selon mon scénario, attention, avec la hausse des taux d'intérêt de la planche à billets et l'arrêt de la planche à billets, le marché devrait commencer à discriminer davantage les États et entreprises de bonne facture au détriment des plus fragiles. On devrait donc voir les taux des pays les plus fragiles, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Chypre, etc., et des entreprises les moins bien notées augmenter. On devrait voir les taux de ces entreprises et de ces pays périphériques augmenter au moment où les taux des entreprises solides, hein, AAA, AA, single A, et des pays cœur, France, Allemagne, États-Unis, qui devraient se tasser. L'emballement des écarts de taux, appelé spread de crédit, pourrait provoquer une recrudescence des tensions au sein de la zone euro, comme on a pu le voir durant les années 2010, 2011, 2012, hein, marquées par la faillite de l'Islande, marquées aussi par les tensions des taux en Grèce, en Espagne, au Portugal, qui ont poussé Mario Draghi à faire le fameux quoi qu'il en coûte. On pourrait voir revenir ce risque de tension des taux sur les pays les plus fragiles. En conclusion, moi je ne crois pas en l'effondrement, clairement. Par contre, je pense qu'on risque d'avoir le retour des crises de dette d'États souverains en zone euro, en particulier sur les pays dits périphériques. Et donc on aura des tensions, des écartements de spread entre les pays fragiles et les entreprises mal notées par rapport aux entreprises bien notées et aux pays dits solides, dont pour moi, la France fait partie.
hein. Je sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'effondrement, de crise, voilà, d'effondrement. Pour moi, malgré ce que certains pensent, la France reste dans les pays solides, corps de la zone euro, avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Voilà. C'est mon scénario. Hein, je rappelle tout simplement que beaucoup de gens suivaient sur YouTube nous prédisaient un blackout électrique, une rupture de l'approvisionnement électrique. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Hein. EDF nous a annoncé que 10 réacteurs nucléaires ont pu être remis en route et que le risque finalement de blackout pour cet hiver ont sensiblement diminué. Donc attention à ne pas sous-estimer la résilience d'un grand pays comme la France. Et attention, moi je ne suis pas, enfin, vous me connaissez, je suis très critique vis-à-vis de nos dirigeants. Hein, hein, je suis loin d'accorder un blanc-seing à Emmanuel Macron et à son équipe, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un pays comme la France à être résilient par rapport aux différentes crises que l'on peut être amené à subir. Donc en conclusion, on devrait quand même assister à des tensions sur les spreads avec une probabilité de confiance, selon moi, de 60%. Une probabilité finalement assez élevée de voir les spreads s'écarter entre les pays solides et les pays de la périphérie. Euro-dollar, on passe maintenant au Forex, au marché d'échange. L'année 2022 a assisté à un véritable rallye du dollar face à l'ensemble des autres devises. Néanmoins, au quatrième trimestre, on a vu l'euro reprendre des couleurs suite au discours très agressif de Christine Lagarde par rapport à l'inflation. Néanmoins, si on considère que la récession sera inévitable en 2023 et que les spreads de crédit s'écarteront entre les pays de la zone euro cœur et les pays périphériques, la BCE n'aura pas d'autre choix que d'éteindre le feu par de nouvelles planches à billets et du quantitative easing. La récession qui bénéficiera au dollar en tant qu'actif refuge et les craintes d'explosion de la zone euro devraient provoquer une nouvelle baisse de l'euro par rapport au dollar. C'est mon scénario. Conclusion, pour moi, l'euro-dollar devrait revenir tester la parité et même tester la zone des 0,95 $ pour 1 euro. La probabilité que j'accorde à ce scénario, la probabilité de confiance que j'accorde à ce scénario est de 65%. 65% de chance pour moi que l'euro-dollar revienne sous la parité avec le dollar, que l'euro revienne sous la parité avec le dollar. Alors on passe maintenant au marché action. Les perspectives de récession mondiale devraient continuer à faire mal au marché action européen et américain. Pour moi, les marchés actions, selon mon humble avis, n'ont pas suffisamment corrigé, n'ont pas suffisamment intégré toutes les hausses de taux qui ont eu lieu, plus les chocs exogènes tels que l'inflation et la guerre en Ukraine. Les banques centrales ont clairement indiqué qu'elles ne viendront pas au secours des marchés en cas de secousse. Et pour moi, les traders et les gérants n'ont pas suffisamment intégré ce risque. Les indices tels que le CAC 40 ou le S&P 500 ne pourront donc pas compter sur la BCE et la Fed pour rebondir, comme ça a pu être le cas après la crise du Covid. Les marchés actions, selon moi, devraient donc continuer à beaucoup souffrir au premier semestre 2023 avant une stabilisation, voire un rebond au second semestre. Néanmoins, l'évolution des marchés actions dépendra de deux facteurs. Premier facteur, alors là il y a une petite erreur de frappe, c'est les liquidités dont disposent les investisseurs institutionnels. Là vous avez le graphique avec l'évolution des liquidités dont disposent les gros investisseurs institutionnels, par exemple les assureurs, et on voit que le niveau de cash dont disposent les assureurs est très très élevé. Il n'a jamais été aussi élevé depuis le début des années 2000. Donc ça c'est un scénario contrariant. On pourrait voir les gérants actions, les fameux dogs de Bordeaux, revenir en 2023 et chercher à investir leur cash et soutenir ainsi les marchés actions pour empêcher le marché action
de trop baisser. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer la capacité de tous ces investisseurs institutionnels qui ont énormément, énormément, énormément de cash et qui peuvent le réinjecter, ça c'est la part du cash des institutionnels, le réinjecter sur le marché action et donc empêcher, freiner la baisse des marchés actions. Donc voir ces investisseurs institutionnels se substituer quelque part aux banques centrales. Il ne faut pas non plus oublier, pour vous donner un ordre d'idée, que chaque jour, il s'échange en moyenne à peine 1 milliard d'euros sur le CAC 40. Prenez une grosse fortune comme Bernard Arnault, qui détient 170 milliards d'euros de patrimoine personnel. Bah, si, ne serait-ce que Bernard Arnault, il peut très très bien à lui seul, ne serait-ce qu'en investissant 500 millions, 700 millions d'euros sur les marchés, à lui seul, il peut finalement contribuer à racheter une partie des ventes qui sont effectuées sur les actions. Et là, je vous donne que Bernard Arnault. Si je rajoute Monsieur Pinault, Monsieur Dassault, Monsieur Drahi, Monsieur Bolloré, plus les gérants actions des assureurs vie, il y a une grosse enveloppe de cash qui peut être injectée sur les marchés actions pour freiner la chute des marchés. Donc ça, c'est un scénario contrariant par rapport au mien, ou moi, par exemple, clairement, je pense que les marchés actions n'ont pas encore purgé les excès de la crise post-Covid. Deuxième scénario, un deuxième effet, c'est l'ampleur de la récession à venir. Donc là, je vous ai mis un graphique de Isabelle Net. Donc là, c'est l'évolution du S&P 500. On voit la chute après la crise du Covid, la forte remontée du S&P 500 qui l'a vu culminer à 4700 points, puis le bear market de 2022, initié en janvier 2022, épaule, tête, épaule, bear market. Et là, on est fin 2022. Et là, on a l'évolution du S&P suivant les différents scénarios. Donc, si on a un scénario de très forte récession, le scénario rouge, auquel je ne crois pas forcément. Donc là, on a vraiment une récession deep, type 1929, très très violente. Là, on peut avoir le S&P 500 qui revient au niveau du plus bas de la crise du Covid. Donc là, on aurait un S&P 500 qui reviendrait à plus de 10 ans en arrière. On a un scénario intermédiaire de récession modérée, une récession, alors pas la récession, la dépression, mais une récession, que souhaitent d'ailleurs les banques centrales pour tuer l'inflation. Et là, on aurait un S&P 500 qui reviendrait vers 3500, entre 3000 et 3500. C'est mon scénario. C'est mon scénario qui est cohérent avec l'entrée de nombreux pays en récession. Et puis, on ne sait jamais, on peut très très bien avoir le scénario boucle d'or avec une inflation qui baisse d'elle-même et des pays qui évitent par miracle une récession. Si jamais, par exemple, on fait des inventions, des découvertes comme Internet, comme des découvertes spatiales, comme des découvertes de création d'une nouvelle énergie, par exemple la fission nucléaire, on pourrait avoir une économie qui évite la récession tout en absorbant le choc inflationniste avec une inflation qui baisserait. Et là, dans ce cas-là, on aurait un S&P qui irait rejoindre les plus hauts historiques. Alors, ce n'est pas nécessairement, c'est pas le scénario de Isabelle.net et ce n'est pas non plus mon scénario. Mais c'est important aussi de voir dans quel cas on peut avoir un effet contrariant. Donc, si on a une très bonne surprise sur le plan économique, on évite la récession, on a des taux qui, malgré tout, baissent parce que l'inflation baisse comme par magie d'elle-même et qu'au même moment, les gérants actions des compagnies d'assurance vie, les institutionnels, se mettaient à investir leur cash dans les actions, on pourrait avoir des marchés actions qui repartent vers les plus hauts historiques. Alors, ce n'est pas mon scénario. En conclusion, pour moi, les grands indices devraient baisser sensiblement, surtout en première partie d'année 2023, avec des baisses qui peuvent atteindre 2 chiffres, donc des baisses supérieures à 10-15%. Je vois par exemple une forte probabilité à ce que le CAC 40 revienne sous 6000 points, donc en dessous
de ses plus hauts avant la crise Covid, un Nasdaq qui enfoncerait la zone des 10 000 points, un S&P 500 qui enfoncerait la zone des 3 500 points et un Dow Jones qui enfoncerait la zone, le support majeur des 30 000 points. La probabilité de confiance que j'accorde néanmoins à ce scénario n'est que de 30%. Non pas que je ne crois pas en ce scénario, pour moi c'est ma conviction, mais parce qu'il y a tellement de facteurs aléatoires, tellement de manipulations qui peuvent être faites sur le marché action qu'il y a une probabilité que mon scénario ne se passe pas comme prévu. Donc moi j'estime que voilà, il y a 30% de chances que ce scénario se passe parce qu'on peut avoir des marchés qui font, entre guillemets, hein, n'importe quoi. Alors on va passer aux métaux précieux. Avec l'anticipation de l'entrée des économies en récession, les velléités de hausse des taux des banques centrales vont aller en diminuant. Les banques centrales, selon moi, à long terme, préféreront laisser filer l'inflation plutôt que de risquer un remake de la crise de 1929. Cela conduira donc à une baisse des taux réels, donc on aura les taux nominaux qui baisseront et l'inflation qui repartirait à la hausse, les anticipations d'inflation, et là on aurait des taux réels qui s'effondreront. Et cela profitera à l'or, au métal jaune, et dans une moindre mesure à l'argent. Conclusion, pour moi, en 2023, on pourrait voir l'or repartir à la hausse au-delà des 2000 $ l'once et l'argent dépasser les 25 $ l'once, voire même pourquoi pas les 30 $ l'once. Alors, j'irai pas jusqu'à voir l'or aller jusqu'à 3000 $ l'once, comme certains l'annoncent, notamment Robert Kiyosaki. Hein. J'irai pas jusqu'à là, mais je pense que l'or a un potentiel de rebond intéressant dès lors que les marchés commenceront à anticiper que les banques centrales vont laisser filer l'inflation. Alors, probabilité de confiance scénario, pour moi, 40%. Non pas que je ne crois pas au rebond de l'or, mais je ne suis pas du tout sûr du timing. Hein, je ne suis pas sûr du timing. Hein. Il suffit qu'au premier semestre, Jérôme Powell nous dit qu'il ira jusqu'à monter les taux à 10%. Même si les marchés y croient pendant ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, cela suffira pour empêcher l'or de repartir à la hausse. Mais à mon sens, l'or finira tôt ou tard par repasser la barre des 2000 $ l'once. Alors on passe aux matières premières. Alors là, c'est très compliqué. Hein. Les matières premières seront, à mon sens, tiraillées entre l'érosion monétaire, qui va servir de valeur refuge aux matières premières. Donc ça, c'est plutôt haussier pour les matières premières. Hein. Si on pense que les monnaies vont aller au tapis, que les monnaies vont perdre leur valeur, les matières premières, les producteurs de matières premières vont demander de plus en plus de dollars et d'euros pour vendre leurs matières premières. Donc ça contribue à la hausse des matières premières. Ensuite, vous avez un deuxième facteur qui est baissier, qui est l'entrée en récession des économies occidentales, qui va freiner la consommation. Et dans ce contexte, et pour être transparent avec vous, j'ai beaucoup de mal à voir dans quelle direction pourraient évoluer les matières premières alimentaires, surtout avec les incertitudes de la météo et de la guerre en Ukraine, et les matières premières énergétiques. En conclusion, j'entrevois une stagnation des matières premières dont l'évolution sera très volatile en fonction des soubresauts de la guerre en Ukraine, des taux, de l'inflation, de la récession et même de la météo. Évidemment, la probabilité de confiance que j'accorde à ce scénario n'est que de 15%. J'enchaîne avec les crypto-monnaies pour laquelle, en toute humilité, j'ai très peu de visibilité. Pour moi, le secteur des cryptos a énormément souffert avec cette année, avec une baisse de 80% en moyenne. De mon point de vue, la purge n'est pas encore terminée car le secteur a besoin d'être apuré et régulé. Il n'est par ailleurs pas exclu qu'apparaissent de nouveaux scandales liés à des plateformes qui proposent des cryptos. Donc j'envisage, au vu de l'analyse graphique et fondamentale, une poursuite de la purge du Bitcoin vers les 10 000 $ et de l'Ethereum vers les 1000 $, avec ensuite un potentiel de rebond plus durable. Ça, c'est mon scénario. Hein. Attention,
Et d'ailleurs, je lui accorde une probabilité de confiance que de 10%. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que soit le Bitcoin tombe à 1000, voire même en dessous de 1000 $, ou des facteurs qui peuvent faire qu'on a peut-être atteint un point bas sur le Bitcoin à 15 000, 16 000 $ le Bitcoin. On a vraiment tous les scénarios sur la table. Le mien, celui que je privilégie, c'est une poursuite de la correction dans un biseau en direction des 10, 11 000 $ avant enfin une consolidation, une construction entre 10 000 et 19 000 $ avant une cassure par le haut et un redémarrage du Bitcoin, sans doute peut-être en 2024 ou 2025. Voilà. Mais ça c'est mon scénario qui a quand même une probabilité assez faible d'arriver. Je continue avec l'immobilier. Alors, l'année 2022 a été marquée par un retournement du marché de l'immobilier dans un grand nombre de pays occidentaux. Ce retournement des prix est lié en grande partie à la hausse des taux d'intérêt, à l'entrée en vigueur des mesures du HCSF, Haut Conseil de la stabilité financière, visant à limiter le taux d'endettement des ménages, et enfin à l'inflation, qui érode le pouvoir d'achat des ménages. Même si en 2023, on assiste à un fort ralentissement de la hausse des taux, il ne faut pas omettre que les hausses des taux mettent des mois à se diffuser dans l'économie. Les hausses de taux observées en 2022 vont donc continuer à produire leurs effets en 2023. Last but not least, l'arrivée de la récession et la remontée du chômage continueront à peser sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages, ce qui contribuera à prolonger la baisse de l'immobilier en 2023. Selon moi, la probabilité que l'immobilier continue à consolider, continue à baisser en 2023 est de 90%. Attention, cela ne veut pas dire que je vous déconseille d'acheter de l'immobilier. Si vous êtes locataire, bah, de toute façon, euh, vaut mieux acheter sa résidence principale, quitte à ce que votre résidence principale baisse de 5 ou 10%, mais au moins, vaut mieux avoir un crédit immobilier que verser des loyers à fond perdu. Pareil pour l'investissement. Si jamais vous tombez sur une bonne pépite, un bon bien dans lequel investir, bah, de toute façon, vous n'avez pas d'objectif de vendre ce bien avant 10 ou 15 ans, bah, ça sera toujours des loyers que vous pouvez percevoir. Donc attention, ce n'est pas parce que je pense que l'immobilier va continuer à baisser en 2023 qu'il ne faut absolument pas investir dans l'immobilier. Tout dépend de votre horizon de placement. Si votre objectif est de faire de la culbute, c'est-à-dire d'acheter de l'immobilier pour revendre dans 2, 3, 4 ans, alors là, je vous déconseille clairement de le faire ça. Parce que ce n'est pas du tout sûr qu'en 2, 3, 4 ans, vous ayez retrouvé, que l'immobilier repart à la hausse et permet d'éponger les frais de notaire. Par contre, si vous avez un objectif de construction patrimoniale sur 10, 15, 20 ans ou d'acquérir votre résidence principale, à ce moment-là, ce n'est jamais un mauvais placement que d'investir dans l'immobilier. Mais attention, il faut être sélectif sur le bien que vous achetez. Voilà. Et enfin, 2023, ma dernière prédiction, l'année 2022 a été remarquable par la baisse coordonnée de tous les actifs. Tous les actifs, l'or, le bitcoin, les obligations, les actions, les cryptos, tout a baissé. Bien qu'il soit difficile de jouer à Madame Irma, je pense fortement que l'année 2023 verra le retour en grâce des adeptes des stratégies patrimoniales de diversification. Face aux innombrables incertitudes qui n'ont pas disparu, guerre en Ukraine, tensions sociales, récession, choc climatique, la construction d'un portefeuille diversifié sera, à mon sens, un atout maître pour protéger son patrimoine et même le faire fructifier. Je pense que 2022 a été une année d'anomalie avec tous les actifs qui ont baissé en même temps. Et je pense, à contrario, que 2023 verra une décorrélation entre les différentes classes d'actifs.
Et même si il est très difficile de dire cet actif il va monter, cet actif il va baisser, si vous construisez un portefeuille, un portefeuille boursier et immobilier suffisamment diversifié, alors vous pourrez avoir un portefeuille, une surface patrimoniale qui aura une grosse probabilité d'augmenter en 2023, même si nos économies traversent une récession. Donc ça, c'est vraiment peut-être la conclusion de mes prévisions. Sans doute, hein, c'est ma prédiction la plus forte, c'est le retour de la diversification. Je pense que les personnes qui feront un travail, soit toutes seules parce qu'elles se sont formées, soit accompagnées d'un conseiller en gestion de patrimoine, un travail d'analyse patrimoniale, d'analyse des actifs et de construction d'un portefeuille diversifié, ces personnes, à mon avis, seront les grandes gagnantes de 2023. Donc pour moi, il y a une forte probabilité, à 95%, d'avoir un retour gagnant des stratégies de diversification patrimoniale, avec notamment une, une décorrélation entre les obligations et les actions. 2022, les actions, l'or, les obligations, les cryptos, tout a baissé en même temps. Il y a une bonne chance, de grandes chances, qu'en 2023, on ait des actifs qui suivent des chemins différents. Et donc, si vous construisez un portefeuille suffisamment diversifié, en rapport avec votre situation patrimoniale et vos objectifs patrimoniaux, ça c'est très important, alors vous pourrez tirer les marrons du feu. En conclusion, donc là je fais un résumé, un tableau, hein, n'hésitez pas à faire une copie d'écran de ce tableau. Voilà la liste de mes prévisions, de la moins probable à la plus probable, hein. Poursuite de la baisse des cryptos, hein, vers 10 000 $, puis on repart à la hausse. C'est mon scénario, mais j'ai quand même 10%, enfin j'ai quand même 90% de chances de me tromper, hein. La probabilité c'est 10%. Stagnation des matières premières avec une volatilité, hein, 15% que ça se réalise. La baisse des marchés actions à 2 chiffres avant un éventuel rebond à la fin de l'année 2023, mais une année 2023 qui restera baissière sur les actions. C'est mon scénario, je pense que ça va arriver, hein, parce que les actions pour moi, elles n'ont pas suffisamment, entre guillemets, dégueulé. 30%. Pourquoi? Parce que j'ai quand même peur qu'il y ait énormément d'acteurs, hein, notamment les gérants actions, qui vont tout faire pour empêcher le marché action de baisser. Néanmoins, mon scénario le plus logique serait une poursuite de la baisse des actions sur 2023, avec quand même, voilà, j'ai quand même des chances de me tromper. Un rebond des métaux précieux, notamment l'or, au-delà des 2000 $ l'once, j'estime que ce scénario est à 40%. Un écartement des spreads de crédit entre les pays les plus fragiles et les pays les plus solides, comme l'Allemagne, j'estime cette probabilité à 60%. Pour moi, je pense qu'il y a presque 2 chances sur 3 à ce qu'on ait une discrimination des spreads entre les pays solides, l'Allemagne, les États-Unis, voire même le Royaume-Uni, la France, la Suisse, et des pays peut-être plus fragiles comme la Grèce, la Chypre, l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Une baisse de l'euro-dollar sous la parité, hein, ça j'estime qu'on a presque 2 chances sur 3 de voir l'euro-dollar revenir tester, voire même enfoncer la parité. Un rebond des marchés obligataires, je pense qu'il y a 70% de chances à ce que les taux arrivent à un plafond, arrivent à un sommet, à un plafond courant de cette année 2023. Et dès lors que la hausse des taux ralentit en 2023, alors on verra les portefeuilles obligataires dont le sens évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Si le taux monte, les obligations baissent. Si les taux baissent, la valeur des obligations remonte. Pour moi, il y a 70% de chances à ce qu'on marque le point bas sur la valorisation des portefeuilles obligataires et un point haut pour ce qui est du niveau des taux d'intérêt. Il y a 80% de chances, hein, que l'on voit le chômage toucher son point bas et remonter
à la faveur d'une entrée des économies en récession. Et donc évidemment, un corollaire, probabilité pour moi que les économies rentrent en récession, elle est de 85%. Toujours en cohérence avec mon scénario, les taux qui sont élevés, qui vont peser sur l'immobilier et la récession qui sape le pouvoir d'achat des ménages, poursuite de la baisse de l'immobilier à 90% de chance. Retour gagnant des stratégies patrimoniales de diversification, alors ça, j'en suis quasiment sûr. Autant c'est difficile pour moi de dire, alors l'or, il va aller là, les obligations vont aller là, les actions vont aller là. Autant je suis quasiment persuadé à 95% de chances que les personnes qui prendront le temps qui seront formés ou qui seront accompagnés par un conseiller en investissement à construire des stratégies d'allocation d'actifs sur le moyen long terme, pour moi, ces personnes feront partie des gagnantes de 2023. Parce qu'on verra une décorrélation des actifs. Et donc, du coup, les personnes qui ont un portefeuille diversifié pourront justement absorber le choc de la récession en 2023. Et enfin, les scénarios qui, pour moi, ont de grandes chances d'arriver, je ne vois pas, désolé pour les adeptes de l'effondrement, de la révolution, de la guerre civile et des faillites, surtout pour des pays comme la France ou les États-Unis. Moi, je pense qu'il y a 99% de chances pour qu'on n'assiste pas à un événement extrême tel que la révolution de 1789 qui reviendrait aujourd'hui, les guerres civiles, voilà, les affrontements, les guerres urbaines. Désolé pour les personnes qui vendent des bouquins sur tout ça. Moi, je ne crois pas en ce scénario. Ça arrivera un jour, on a vu l'effondrement de l'Empire romain, l'effondrement de l'Union soviétique, la Révolution française, on a vu des effondrements, il y en a eu, il y en aura encore, mais je ne pense pas que ça arrivera comme ça brutalement en 2023. Voilà, je peux me tromper, mais a priori, ce scénario est, pour moi, à de très faibles chances de se réaliser. Voilà un petit peu pour mes prévisions 2023. Vous n'hésitez pas à donner votre avis, parce que ça, c'est un jeu quelque part. Chacun peut donner son avis sur la situation. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez, comment vous voyez 2023. Est-ce que vous pensez que les actions vont rebondir fortement? Est-ce que vous croyez à l'effondrement? Si vous pensez qu'il y aura une faillite d'un pays comme la France, d'une révolution, d'une guerre civile, n'hésitez pas à indiquer quels pourraient être les déclencheurs de cela. Forcerie, si vous pensez à une troisième guerre mondiale, une vraie guerre entre des gros pays, n'hésitez pas à l'indiquer. À l'inverse, si vous pensez qu'il n'y aura pas de crise, il y aura pas de récession et que l'inflation va baisser comme par magie, n'hésitez pas à m'indiquer quel événement positif pourrait faire en sorte qu'on échappe à la récession et qu'en même temps l'inflation tombe à zéro. Ça, j'aimerais bien avoir vos avis. Moi, je vous ai donné un scénario cohérent, économique, social, sociétal, avec les différentes classes d'actifs. Maintenant, n'hésitez pas à partager cela dans les commentaires. Voilà, écoutez, cette dernière vidéo de l'année 2022 touche à sa fin. Je vais vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année, un très beau réveillon du nouvel an, une très bonne santé, prenez bien soin de vous, de vos proches, une, une agréable vie de famille, pleine de sénérité, de prospérité, de paix pour cette fin d'année 2022 et tout le bonheur pour l'année 2023. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde!